En France, des dollars, mais pas de révolution. Le sommet de Paris s'est achevé aujourd'hui. On en parle dans un instant avec notre invité, l'ami Ali Jounaidi. Bonsoir. Vous êtes économiste de l'énergie, enfin de la transition énergétique. Et on en parle avec vous de ce sommet de Paris dans quelques instants. Mais avant cela, on va regarder un petit peu le résumé de ce sommet. La finance qui se portait au chevet du climat, le bilan. Quelques avancées en faveur des pays pauvres sont toutefois de grands engagements ni de déclarations communes. Malik Miktar. Lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi contre la pauvreté dans le monde. En même temps, signature d'Emmanuel Macron, dont le président français a fait la promotion pour bâtir une unité de la communauté internationale et éviter sa fragmentation. Nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace, plus équitable et plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Une feuille de route, fruit d'une volonté commune de ne plus creuser le fossé entre le nord et le sud, a été dessinée. Le Sénégal recevra 2,5 milliards d'euros pour sa transition énergétique. La dette de la Zambie est, elle, restructurée. Un procédé qui pourrait prochainement concerner le Ghana. Un premier pas qui en appelle nécessairement d'autres. Mais ce que souhaitent certains dirigeants, c'est une révolution institutionnelle. Les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus. Donc on doit le dire clairement. Si on ne change pas les institutions, le monde va rester le même. Les riches vont continuer à être riches et les pauvres à être pauvres. Les pays du Sud demandent des actions concrètes. Une priorité pour l'Afrique, la construction d'infrastructures énergétiques. Pour prouver que ces sommets ne sont pas faits que pour parler, mettons maintenant de l'argent sur la table et engageons-nous à mettre en œuvre ces méga-projets. Pour y parvenir, les pays concernés pourraient s'appuyer sur des fonds publics, mais aussi sur des capitaux privés. C'est l'engagement qu'on a pris hier, c'est de se dire, quand on met 1 euro d'argent de la Banque mondiale, on a au moins 1 euro d'argent privé. Ce sommet aura surtout permis de poser des bases qui devront donner lieu à des actions concrètes et un suivi strict. Prochain rendez-vous, le G20 organisé à New Delhi en septembre et la COP28 de Dubaï à la fin de l'année. Alors, l'ami Ali Jounaidi, il a été utile ce sommet ? Il y a des annonces importantes qui ont été faites. Évidemment, un sommet ne révolutionnera pas le monde, et donc il faut voir ça dans la continuité des échanges internationaux et puis du travail qui se fait derrière de préparation et de mise en œuvre. Quelles sont les annonces importantes, selon vous, qui ont été faites lors de ce sommet de Paris ? Alors, des choses qui auront un impact à l'échelle globale, c'est effectivement la possibilité qui sera offerte aux pays qui ont été victimes de catastrophes naturelles de mettre en pause le remboursement de la dette. Le deuxième point, c'est effectivement la possibilité pour le FMI d'injecter plus de fonds pour aider les pays en développement à se retourner face à des catastrophes macroéconomiques. Ça, effectivement, ça aura un impact globalement favorable, dans le sens où aujourd'hui les pays en développement, quand il y a une catastrophe qui les frappe, ça les met vraiment bas et ça empêche leur développement à moyen long terme. Donc ça, ces deux premières mesures, elles visent aussi à éviter ce phénomène à chaque catastrophe naturelle, à chaque grand retournement macroéconomique comme le Covid, qu'on se retrouve vraiment complètement ramené en arrière. De ne pas plomber l'économie du pays à chaque catastrophe, c'est ça ? En tout cas, aujourd'hui, elles sont vraiment plombées, les économies. Si on regarde les pays en développement après le Covid, ils ont été beaucoup plus frappés que chez nous. Et donc ce mécanisme-là, les deux mécanismes ensemble permettent que quand il y a des grands retournements comme ça, un minimum de protection. La deuxième annonce qui va avoir de l'impact à moyen long terme, c'est celle que vous avez rappelée tout à l'heure en remettant la partie du discours d'Emmanuel Macron, c'est de faire une réforme des institutions de financement international pour pouvoir mobiliser plus de financement privé pour la transition énergétique, pour les actions d'adaptation climatique. Ça peut avoir des effets, ça, car quels sont les besoins en termes de transition énergétique ? Quels sont les besoins des pays émergents ?
Alors, les besoins en termes de transition et d'adaptation au changement climatique sont évalués entre aujourd'hui et 2030 à 1 000 milliards de dollars par an. Sachant qu'en 2009, lors du sommet de Copenhague, on avait évalué le besoin à 100 milliards de dollars par an de 2009 à 2020. Et ce qui s'est passé sur cette période-là, c'est qu'au lieu de mettre 100 milliards de dollars, à peu près la moitié ont été mis. Pourquoi la moitié ? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le financement privé sur lequel on comptait n'a pas été mobilisé. Et donc, dans les pays en développement, il y a un sous-investissement et dans la transition énergétique et dans l'adaptation climatique parce qu'on n'a pas su mobiliser du financement privé pour ces activités. Et en parallèle, l'argent privé dans les pays développés avait du mal à se placer et on se souvient tous d'épisodes de taux d'intérêt négatifs, par exemple, sur des dettes de l'Allemagne. Donc effectivement, sur la même période, il y avait d'un côté trop d'argent et des investisseurs qui n'avaient pas de rendement sur leur investissement, et de l'autre côté, un besoin d'investissement qui était énorme et qui ne trouvait pas d'investisseurs. Donc sur cette mesure-là, de finalement utiliser l'argent public, non pas pour faire les investissements directement, mais pour donner un effet de levier, pour pouvoir mobiliser plus de financement privé. Si c'est bien mis en œuvre, si la mise en œuvre suit, c'est une annonce importante. Et quelle est la situation sur place dans ces pays émergents au niveau énergétique ? Quelles sont les priorités en matière de transition énergétique ? Alors, les pays émergents, enfin les pays en développement, en tout cas, ça recouvre vraiment des réalités très différentes. Vous avez les pays les plus pauvres et vous pouvez imaginer le Tchad, par exemple, des pays en développement, la Tunisie, et vous pouvez aussi avoir des pays émergents complètement qui sont la Chine, le Brésil. Donc, on parle quand même de besoins qui sont très différents et des façons de répondre aussi qui sont très différentes. Emmanuel Macron, par exemple, il a dit la priorité, il s'est exprimé là-dessus aujourd'hui, il a dit la priorité, c'est de sortir les grands pays émergents du charbon. Alors, le charbon est factuellement l'énergie qui émet le plus de CO2. Après, il y a une question de justice climatique. Le CO2 qui est actuellement dans l'atmosphère et qui est notre principale source d'inquiétude est un CO2 qui a été émis pendant tout le XXe siècle par les pays développés. Donc, c'est vrai qu'il y a un juste équilibre à trouver là-dessus. Bon, la réponse n'est pas simple. La réponse n'est pas simple. On va permettre également au Sénégal de développer de grands projets gaziers. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est nécessaire pour le Sénégal. Et pour la transition énergétique ? Pour la transition énergétique aussi, il se trouve que le Sénégal aujourd'hui, alors le Sénégal n'a pas loin d'avoir un accès universel à l'énergie. Et sur ceux qui ont accès à l'énergie, ils ont en fait accès aux produits pétroliers ou à l'électricité produite à partir de produits pétroliers. Donc on parle d'une source d'énergie qui est non seulement fortement émettrice de CO2, mais qui est aussi polluante par ailleurs. Beaucoup plus de pollution dans tous les sens du terme avec ces sources d'énergie-là, et qui est extrêmement cher, beaucoup plus cher que le gaz, et qui, en plus, pour un pays comme le Sénégal, qui est importateur de toutes ces ressources pétrolières, de tout ce qu'il consomme comme pétrole, fragilise énormément le pays. Parce que le Sénégal subit toujours les variations de marché, des prix de marché de produits pétroliers. Et donc, quand les prix sont élevés, tout devient tout d'un coup très cher. Et quand les prix sont bas, ça se passe marginalement mieux. Donc, développer les ressources gazières du Sénégal, c'est très important pour le Sénégal pour pouvoir avoir plus d'énergie et plus d'énergie décarbonée et plus d'énergie avec des coûts plus stables. Oui, merci beaucoup. On a bien compris. Votre position, c'est il y a eu des petits progrès, des progrès faits par ce sommet de Paris, mais ça demande encore à se confirmer dans l'avenir. Merci beaucoup. Lamis Al-Junaidi, vous êtes économiste de l'énergie, de la transition énergétique, je le rappelle. Merci d'être venu nous voir sur ce plateau. Puis le sommet de Paris, on continue à en parler.